Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes le mercredi 28 juillet 2021. Vous regardez une émission spéciale de Mediapart en direct consacrée au projet Pegasus. Pegasus, cet immense scandale d'espionnage qui a ciblé des dizaines de milliers de personnes à travers le monde, des journalistes, des défenseurs des droits de l'homme, des chefs d'État. On vous expliquera comment, notamment, le Maroc a massivement espionné des personnalités politiques et de la société civile en France. On analysera le rôle d'Israël dans cette affaire et celui de la société israélienne NSO qui commercialise le logiciel espion Pegasus. 10 jours après les premières révélations de Forbidden Stories et ses partenaires, on vous raconte les coulisses de cette enquête mondiale, son ampleur et son impact. Bienvenue dans cette émission spéciale, c'est parti. Imaginez un pays qui espionne ses opposants et ses journalistes. Imaginez un pays qui espionne des journalistes et le chef d'État d'un autre pays. Imaginez des dizaines de pays qui espionnent leurs journalistes, leurs avocats, leurs défenseurs des droits de l'homme, mais aussi des avocats, des intellectuels et des chefs d'État d'autres pays, de pays parfois, souvent même amis. C'est ça l'affaire Pegasus, du nom communément donné à un logiciel espion fabriqué par la société privée israélienne NSO. Ce soir, nous allons parler de cette affaire et de son ampleur avec celles et ceux qui ont été espionnés et celles et ceux qui ont enquêté. À l'origine de ces révélations, le réseau de journalistes Forbidden Stories. Bonsoir Laurent Richard. Bonsoir Sandrine Rigaud. Bonsoir. Vous êtes donc tous les deux journalistes. Laurent, vous avez fondé et vous dirigez Forbidden Stories. Sandrine, vous êtes la rédactrice en chef. Le concept de Forbidden Stories, je le rappelle, il est simple. Forbidden Stories enquête sur les enquêtes inachevées de journalistes empêchés à travers le monde de travailler parce qu'ils sont dans des dictatures et qu'ils sont censurés. Sur ce plateau également, Edoui Plenel et Naïk Bredou, que je ne présente pas. Salut à tous les deux. Vos téléphones ont été ciblés et espionnés par Pegasus pour le compte du Maroc. On va y revenir. Et puis, en ligne, Étienne Meignier, bonsoir. Vous êtes chercheur en sécurité à Amnesty International. Je vous vois. Bonsoir Étienne. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau virtuel en ce qui vous concerne de Mediapart. Alors, Forbidden Stories, avec l'aide du Security Lab d'Amnesty International, a piloté un consortium de 16 médias internationaux. Ça va du Monde au Washington Post, en passant par le Guardian, Arrest, Die Zeit ou encore Wire. D'abord, tous les deux, expliquez-nous quel est le point de départ de cette enquête et comment vous avez travaillé. Le point de départ, c'est donc la mission même de Forbidden Stories, c'est de poursuivre les enquêtes de reporters assassinés ou menacés et d'offrir une réponse journalistique à ce type de menaces. Et le point de départ, c'est précisément en fait, l'accès à une liste de numéros de téléphone qui nous révèle en fait l'ampleur d'un scandale, d'un système d'espionnage mondial au moyen d'un logiciel qui s'appelle Pegasus, qui a pour mission en fait d'infecter, c'est le terme, un téléphone et de prendre le total contrôle de ce téléphone-là, de pouvoir du coup activer une caméra, un microphone, de voir tous vos messages, même ceux qui sont censés être chiffrés, de lire vos mails. C'est comme une personne au-dessus de votre épaule, quelqu'un qui voit tout ce que vous pouvez faire sur votre téléphone. Et ce logiciel-là est produit fabriqué et vendu par une société israélienne qui s'appelle NSO Group, qui vend cette licence-là, qui est considérée comme une arme, c'est-à-dire qu'elle a besoin, la société NSO a besoin d'une validation par le ministère de la Défense israélien pour pouvoir exporter ce type d'arme-là. Comme une arme classique, en fait. Comme une arme classique, et le vend à des États. Et on sait déjà par les travaux d'Amnesty Security Lab, mais aussi de Citizen Lab, il y a à peu près 40 clients, 40 États qui utilisent ce type de logiciel-là. Et alors, 40 États donc, utilisent ce logiciel. Et dans votre ligue, dans vos documents à vous, on sait qu'il y a au moins 11 États qui ont cherché à espionner des personnalités. Donc 11 clients identifiés de NSO, des pays arabes comme le Maroc, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis ou le Bahreïn, mais aussi l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Mexique, le Togo, le Rwanda et puis en Europe, la Hongrie. Plus de 50 000 personnalités espionnées à travers le monde. Comment vous avez donc procédé quand vous avez eu ce leak, quand vous avez eu ces listes de numéros de téléphone? Comment vous avez travaillé? En fait, et combien de temps a duré cette enquête? En fait, ça commence effectivement par une liste de 50 000 numéros de téléphone dont on sait qu'ils ont été sélectionnés pour être potentiellement ciblés par le logiciel espion. On a une liste de numéros de téléphone, donc on ne sait pas qui est potentiellement ciblé. Donc le premier travail journalistique, c'est vraiment de savoir qui se cache derrière les numéros de téléphone. Et ça nous prend énormément de temps. Il faut croiser les carnets d'adresses, il faut utiliser des instruments open source.
des données publiques, et on découvre au fur et à mesure des noms de personnalités, et très vite on s'aperçoit qu'il y a des journalistes massivement dans cette liste, des militants des droits de l'homme, des avocats, des hommes d'affaires, enfin typiquement pas le genre de cible que normalement ce genre d'outil est censé justement attaquer. Donc on découvre notamment les noms d'Edoui Plenel et de Laïnick Bredou. Et le deuxième travail qu'on va faire avec l'aide du Security Lab d'Amnesty International, ça va être d'essayer de contacter ces personnes. C'est ce qu'on a fait quand on est venu vous voir, de leur expliquer un petit peu la situation, sachant qu'il y avait un risque que ces personnes soient toujours sous surveillance. Donc il faut rencontrer les personnes physiquement, il faut discuter avec eux sans la présence d'un téléphone. Donc voilà, c'est déjà un message à faire passer. C'est pas évident pour tout le monde. Et ensuite, on doit leur expliquer la situation, les alerter, mais aussi leur demander de faire analyser, s'ils l'acceptent, leur téléphone par le Security Lab d'Amnesty pour effectivement confirmer que leur téléphone a soit été ciblé, soit été infecté. Et dans le cas des téléphones d'Edoui et de Lenaïg, effectivement, on a trouvé les traces d'infection. Donc leurs téléphones ont réellement été infectés. On a été capable de même mettre en lien les signes d'infection avec les signes d'infection qu'on voyait dans des téléphones portables de journalistes marocains qui avaient été également ciblés. Et donc tout ça nous a permis d'avancer, de construire l'enquête et de publier de façon coordonnée une enquête très solide avec 17 partenaires dans le monde entier, dont certains eux-mêmes avaient été ciblés. On a travaillé avec des journalistes qui eux-mêmes avaient déjà été ciblés en Inde, en Hongrie. Donc il fallait redoubler de prudence, il fallait faire extrêmement attention à la façon dont on communiquait avec eux. Donc ça a été un travail long, difficile, stressant, et pour arriver à cette publication qui a un impact énorme aujourd'hui. Comment vous avez réagi quand vous avez su que vous étiez ciblé ? Pas très bien, faut le dire. C'est pas une chose tout à fait agréable. Évidemment, d'abord, effectivement, on a accepté, quand on a été prévenu par Forbidden Stories du fait qu'on était ciblé, de faire les vérifications sur nos téléphones, parce qu'on a aussi estimé, je parle pour nous deux, Edoui, tu ne m'en veux pas, mais on a estimé que les révélations et le scandale que ça peut représenter méritaient aussi ces vérifications, que justement... L'intérêt de ces révélations, c'est de susciter un débat public, un débat mondial sur la surveillance, sur l'espionnage, sur la nature de certains régimes, sur la politique de certains États. Je pense par exemple, y compris à l'État d'Israël, sur sa politique de soft power, d'exportation de ses armes numériques. Et donc, à partir de ce moment-là, c'était l'idée d'aller au bout de cette démarche. Après, à titre personnel, évidemment, c'est très désagréable parce que... Pegasus, comme ça vient d'être expliqué, ça a accès à absolument toutes vos données. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une écoute téléphonique ou le piratage de votre messagerie, c'est absolument toutes vos données personnelles. Donc les photos de vos enfants, votre application de vos comptes bancaires, toutes vos applications sur votre téléphone, ce que vous regardez, les vidéos, absolument tout et n'importe quoi. Donc ça déjà, c'est une intrusion évidemment très désagréable dans sa vie personnelle, la vie personnelle de chacun et de chacune des personnes qui ont été ciblées. Et ensuite, évidemment, les conséquences ne sont pas du tout les mêmes pour les uns et les autres, et les unes et les autres. C'est-à-dire que quand on est journaliste, évidemment, ça aussi porte une grosse difficulté professionnelle, évidemment, dans son rapport à ses sources, ses interlocuteurs. C'est de toute façon une arme c'est pour faire peur, en fait. La surveillance, ça sert à récolter de l'information, et aussi, c'est de l'intimidation. Et de fait, c'est vrai que ça fait peur, il faut le dire, et évidemment avec des conséquences très différentes quand on est journaliste en France comme nous, dans une position privilégiée par rapport à des journalistes, évidemment, au Mexique, en Arabie Saoudite, en Azerbaïdjan, au Maroc, dont les situations ont été très bien documentées par Forbidden Stories. C'est-à-dire, il faut aussi bien mesurer que nous, c'est donc pour le compte d'un État étranger, pas notre État, et on est dans des conditions qui ne sont pas du tout les mêmes que des gens qui sont aujourd'hui emprisonnés, réduits au silence ou assassinés. Alors justement, vous révélez que les téléphones de 13 chefs d'État à travers le monde ont été ciblés, dont le téléphone personnel d'Emmanuel Macron, ciblé par le Maroc, on en parle tout à l'heure. C'est très grave, de cibler des chefs d'État, on verra les conséquences que ça aura eu, mais vous, au-delà des personnalités politiques, vous révélez surtout que des journalistes ont été tués alors que ou leur entourage avait été ciblé par Pegasus avant ou après leur assassinat. Je pense à Cecilio Pineda au Mexique et à Jamal Khashoggi en Arabie Saoudite, tué en Turquie.
C'est ça que vous révélez aussi, et surtout, Après, notamment. on est prudent, c'est-à-dire qu'on ne fait pas le lien entre l'usage de Pegasus et l'exécution d'une personne. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a le numéro de téléphone d'une personne qui s'appelle Cecilio Pineda, qui est un journaliste, qui apparaît dans la liste, et 2 mois après ça, il est assassiné. On voit aussi que Hatice, la fiancée de Jamal Khashoggi, au moment même où elle attend des nouvelles de son homme qui est dans le consulat et qui est déjà en fait mort et démembré, à ce moment même, elle est visée aussi à son tour. Et ce logiciel rentre dans son téléphone et l'espionne. Donc ça raconte aussi le profil des cibles et l'usage de cet outil. Et surtout, ce qui nous a importé dans ce projet-là, c'est de raconter l'échelle et l'ampleur. Et c'est véritablement la première fois où on montre le visage des victimes. Jusque-là, il y avait les révélations d'Edward Snowden qui étaient massives et extrêmement importantes pour l'opinion publique, pour toutes les sociétés, où les gouvernements, où on découvrait en fait la capture de ce qu'on appelle les métadonnées de tout le monde, une capacité d'espionnage massive sur tous les citoyens du monde. Mais on n'avait pas vraiment de visage. On pensait que les gouvernements disaient, si vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'avez rien à craindre. On voit là en fait qu'il suffit d'être un journaliste et de faire un jour un papier qui déplaît. Il suffit d'être un militant des droits de l'homme et un jour d'aller dans une rue à Veracruz, au Mexique, pour se retrouver ensuite sur cette liste-là. Et on sait les dégâts que ça cause. Et on voit aussi comment le deuxième sujet là-dedans, c'est la privatisation de ce marché-là et le fait qu'il ne soit pas du tout régulé. Et on voit les désastres que ça cause. Edward Snowden l'a dit la semaine dernière, aujourd'hui on parle de 50 000, si on ne fait rien, on parlera de 50 000. On va l'écouter justement. Ouais. Edoui, un mot peut-être, et après on donnera la parole à Étienne pour parler vraiment, le diable étant dans le détail, des aspects très techniques. Tu demandais tout à l'heure notre réaction, ce qui a été important pour montrer sur le crédit du travail de Forbidden avec le Security Lab d'Amnesty et puis un double vérification avec un autre laboratoire, Citizen Lab, qui est au Canada. On a eu la première réaction qu'a dit Léna Higg, mais on a eu une deuxième réaction. On est journaliste, on est curieux, on veut comprendre. Et alors c'était compliqué parce que eux étaient dans le secret, le moment tendu de cette enquête. Ils peuvent pas tout nous dire, ils peuvent pas nous donner des détails, etc. Et donc là, les vérifications techniques qui ont permis de donner une chronologie, de dire c'est sur tant de mois pour les Higg, c'était 2019-2020, sur pratiquement une année et demie, avec des plus ou moins grandes intensités. Dans mon cas, avec une précision, c'est 5 juillet, 5 septembre de 2019. Du coup, qu'est-ce que ça permet après? Ça permet, quand tu as dit donner des visages, ça permet de faire un puzzle, comme toute enquête. Dire, mais qu'est-ce qu'on faisait à cette période? Où est-ce qu'on était? Qui on a vu? Pourquoi à ce moment-là? Et là, on va retomber sur le fait qu'il y avait un débat, un forum des droits de l'homme au Maroc, dans lequel on était invité, dans lequel on a dit des choses. Et puis, Léna Higg a enquêté sur le chef des services secrets marocains. Et donc, on a pu donner à nos amis de Forbidden des éléments de contexte qui ont permis de travailler et de donner cette chair, en rappelant que cette chair, derrière ça, il y a nos confrères marocains qui sont la cible principale et qui ont été condamnés juste après ou au même moment à des années de prison dans des scénarios iniques et dont toutes les organisations de droits de l'homme. Donc je dis ça parce que on peut, la rumeur du monde des services et des défenseur de ceux qui ont espionné, ça va être de dire mais c'est un listing téléphonique, c'est une nouvelle liste Clearstream, ça ne veut rien dire, etc. Non, il y a tout un travail derrière de vérification technique, on va le voir, etc., et d'enquête, de contextualisation qui a permis, avec y compris des adresses, etc., de retrouver les dates, le moment et le contexte de ces surveillances. Alors justement, sur les vérifications techniques, je voudrais qu'on y vienne parce qu'on commence à entendre la petite musique, mais où sont les preuves? On entendra tout à l'heure l'avocat du Maroc qui dit, mais je mets au défi quiconque de prouver cela. Prenons, et on va entendre Étienne Meignet là-dessus, qui est toujours là et qui n'a encore pas dit un mot. Prenons par exemple le cas de Léna. Les analyses d'Amnesty démontrent qu'on a les dates auxquelles le logiciel est entré dans ton téléphone et la méthode utilisée. Voilà, ça c'est un tableau qui a été publié par Amnesty. On voit par exemple que ça a pu se faire via un compte iCloud qui revient beaucoup, berger.o79@gmail.com. Je m'adresse à Étienne Meignet. Deux questions. Pourquoi on sait que c'est Pegasus ? Et pourquoi on peut affirmer que là, en l'occurrence, c'est le Maroc qui cherche à cibler Léna?
Alors déjà, il faut revenir sur ce travail. Nous, ça fait plusieurs années qu'on travaille sur la question des attaques ciblées et la question de NSO, et notamment on a commencé en 2018 quand une personne d'Amnesty International, une membre du staff, a été ciblée par un NSO Group, par un client de NSO Group. Et donc sur ces plusieurs années, on s'est posé beaucoup de questions. Comment tout d'abord identifier l'infrastructure, les domaines qui sont utilisés, ensuite comment retrouver des traces spécifiques sur un téléphone. Et donc on a développé une méthodologie qu'on a pu tester sur beaucoup de cas. Il a fallu trouver des premières personnes infectées, retrouver des preuves, et puis petit à petit retracer avec des miettes de pain, un peu comme on chercherait des traces d'une information ici, une information là, et retrouver ce contexte. Et donc, par exemple, avec cette méthodologie, avec le consentement de Lénaïque Bredou, on a analysé son téléphone, et effectivement, on a retrouvé d'une part des traces de communication avec des domaines qui appartiennent à NSO Group, donc avec des adresses mail, exactement ce que vous avez dit, cette fameuse adresse mail Berger O79, qui a toujours des noms assez étranges. Et d'autre part, des traces vraiment d'exécution qu'on retrouve où on sait que ces noms-là, c'est le logiciel Pegasus qui est dessus. Et on a pu retrouver tout au long de l'année 2020, notamment avec des dates très précises, prouver que Pegasus a fonctionné sur ce téléphone. Pegasus a été là au cours de toute l'année 2020. Donc, sur la question de pourquoi c'est Pegasus, eh bien, on s'est basé vraiment sur toute l'analyse qu'il y a eu et les recherches passées, notamment par le Citizen Lab, par d'autres organisations sur Pegasus. Et nous, on était capable de remonter sur plusieurs choses. D'une part, des informations qui avaient été analysées dans le code de Pegasus en 2016, qu'on a retrouvé ici, et d'autre part, des domaines qu'on avait vus au Maroc et qui reliaient des informations sur le téléphone avec des domaines qu'on sait appartenir à NSO. Et à travers tout ça, on a dit, mais sans aucun doute, aujourd'hui, tout ce qu'on voit là, ça appartient à l'infrastructure de Pegasus et de NSO. Et alors, sur la question du Maroc, comment on sait que c'est le Maroc ? Si j'en crois tout ce que j'ai lu dans la presse, mais vous allez bien nous l'expliquer, l'adresse, par exemple, donc berger.o79, on l'avait déjà retrouvée dans le téléphone du journaliste marocain Omar Radi qui avait été infecté. Et puis, en fait, on la retrouve comme ça, cette adresse, dans plusieurs personnalités qui sont toutes liées de près ou de loin au Maroc parce qu'elles sont soit activistes, soit journalistes traitant de ces sujets. Alors, l'attribution d'attaque à une entité ou à un État, c'est toujours un faisceau d'indices et qu'on va corroborer avec plein d'indications qui pointent toutes dans la même direction. Il y a d'une part le fait qu'un NSO ne vend qu'à des États, c'est une information extrêmement importante, on le sait. Ensuite, techniquement, effectivement, cette adresse Berger O79, qui est une de ces adresses, quand on a fait cette analyse, on s'est aperçu qu'on se retrouvait clairement avec des profils d'un client de NSO Group et toutes les personnes qui avaient cette trace-là, c'était des personnes qui étaient en rapport de près ou de loin avec le Maroc. Donc effectivement, Lénaïque Bredou, Omar Radi, Joseph Réam, on a retrouvé une autre adresse mail un peu plus tard, en 2020, où on retrouve le nom de Claude Mangin, on a retrouvé sur le trace de Claude Mangin, qui est une personne dont le mari est emprisonné au Maroc, Hicham Mansouri. Et donc à travers ces profils de personnes, techniquement, on voit bien émerger des clusters de victimes par rapport à un client. Et ensuite, basé sur l'information technique, il y a eu l'excellent travail du consortium Forbidden Story qui a été remettre du contexte, qui a été croiser ses sources, qui a été faire un travail journalistique très bon, et comme le disait Edwin Plenel, à comprendre le lien entre ces dates et des événements et des personnes pour retrouver vraiment un contexte général d'attaque qui pointe tout clairement dans le cas qu'on mentionne, dans la direction du Maroc. Est-ce que, Laurent, Sandrine, vous continuez à découvrir des nouvelles personnes ciblées ou infectées par Pegasus depuis vos premières révélations ? On a fait de nouvelles analyses de téléphone depuis les révélations qui vont être publiées dans les prochains jours et qui confirment qu'effectivement, on a trouvé des traces d'infection ou de tentatives d'infection chez des personnes qui avaient été potentiellement ciblées, en l'occurrence bien ciblées. Et donc oui, ça continue. Évidemment, c'était compliqué de contacter tout le monde pendant le processus de l'enquête, vu la confidentialité, vu les risques pris. Là, maintenant, c'est beaucoup plus simple, effectivement, d'appeler les gens, de les prévenir. Et toutes les analyses qu'on fait confirment. Et ce qui est intéressant, c'est que le Security Lab d'Amnesty a rendu sa méthodologie publique. Donc on sait aujourd'hui que cette méthodologie est utilisée pas seulement par le consortium, mais par des autorités, et que, a priori, tout ce qu'on voit est confirmé et peut être vérifié par d'autres instances. Donc c'est ce travail-là qui va, je pense, continuer pendant des mois et confirmer ces premières conclusions qui sont assez probantes. Alors, Laurent, vous évoquiez tout à l'heure Edward Snowden. Je vous propose qu'on écoute un extrait de l'interview qu'il a donnée à un de vos partenaires, le Guardian.
this is an industry that should not exist. What the Pegasus project has revealed is a sector where their only product are infection vectors, right? They don't, they're not security products. They're not providing any kind of protection, any kind of prophylactic. They don't make vaccines. The only thing they sell is the virus. And I think saying that they only sell this to government doesn't make that better when you look at who the targets are that have just been revealed. Inaction is no longer an option. If you don't do anything to stop the sale of this technology, it's not just going to be 50,000 targets, it's going to be 50 million targets, and it's going to happen much more quickly than any of us expect. Sage parole. Pourtant, 8 ans après les révélations de Snowden sur les agissements de la NSA, on n'a pas l'impression que les choses ont évolué dans le bon sens. Non, les choses ont même, je pense, se sont même dégradées, en fait. Ce qui s'est passé depuis, c'est qu'il y a eu une vraie privatisation de ce secteur-là. Et on est comme il y a 40 ou 50 ans, en fait, avec le marché traditionnel des armes qui n'était pas régulé. Et en fait, il n'y a aucune loi. Le drame dans tout ça, c'est que les citoyens ne sont pas protégés. Le premier vrai drame, c'est que les citoyens ne le savent pas. C'est-à-dire que c'est une attaque invisible. Ça aussi, on ne le répète pas assez. Mais en fait, on ne reçoit plus de SMS sur lequel... Ou de liens à cliquer. Ou de liens à cliquer. En fait, c'est une attaque invisible. Ils appellent ça des zero-click infection. Donc, on ne le sait pas. Et si on le sait, ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour se défendre? Contre qui on se tourne? Est-ce qu'on se tourne contre un État qui ne sera pas forcément transparent? Alors, aujourd'hui, il y a des efforts d'enquête, il y a des demandes d'information, il y a des commissions parlementaires qui se créent en Inde, au Mexique, en Israël, pour faire un peu de lumière. Mais c'est vraiment maintenant aux États, aux dirigeants, aux gouvernants de prendre leurs responsabilités, de savoir à quel moment on va protéger les citoyens et à quel moment on va laisser une industrie privée en fait dominer ce qui est censé être normalement une mission régalienne. Et quand on voit aussi, le problème aussi, c'est à qui on vend ça. Quand on vend l'Arabie Saoudite, on sait très bien, on connaît très bien la réputation de l'Arabie Saoudite. Quand on vend au Mexique, où il y a un très haut niveau de corruption, où il y a une porosité absolue entre cette fameuse zone grise, entre les cartels de la drogue et certains gouverneurs et les autorités mexicaines, on sait très bien que ce logiciel va tomber dans les mauvaises mains et va être utilisé par des régimes pas démocratiques. Voilà. Mais vraiment, faire parler, citer Snowden est vraiment important parce que là, et ils continuent, par leur faible réaction, ce que les gouvernants, notamment européens, payent, c'est leur indifférence à ce qu'a révélé Snowden, à l'alerte de Snowden, y compris indifférence par le fait de ne pas lui avoir donné l'asile. Parce que derrière ça, tout ce que vient de rappeler Laurent, il y a quelque chose mais qui est comme vraiment le nez au milieu de la figure. Les États, dès qu'il y a eu une révolution de la communication, ont toujours voulu violer les correspondances. Ça a commencé sous la monarchie, avec le cabinet noir, on ouvrait les correspondances. Révolte démocratique, ben non, il faut contrôler ça, il faut empêcher ça, il faut qu'il n'y ait pas de cabinet noir. Et à chaque fois, les parlements, il y a eu des mobilisations, etc. Ça, c'est les correspondances écrites. Les écoutes téléphoniques, les plus jeunes ne le savent pas. Il a fallu des batailles pour que, en France, une législation de contrôle des écoutes téléphoniques administratives de l'État, les onzons, comme on disait, etc., n'intervienne qu'il y a une petite trentaine d'années, au début des années 90. L'État pouvait tout faire. Bon. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe qu'on n'est plus sur le papier, on n'est plus sur le téléphone en fil, on est partout. C'est partout, là, c'est une révolution industrielle aussi importante que l'invention de l'imprimerie, la communication est partout. Et les États ne font rien. Les États sont juste dans une compétition pour savoir comment moi je vais faire, comment moi je vais surveiller mes citoyens, comment moi je vais ficher mes citoyens. Et pendant ce temps-là, ils ne font rien. Le Parlement, vous l'avez entendu ici en France, depuis les révélations de Forbidden ? Vous avez entendu une révolte, des communiqués de tous les partis qui veulent gouverner? Rien de rien. Et en plus, comme on est dans le tout marché, c'est dans le moment où, en plus de tout ça, les États le font, mais avec des boîtes de pirates. Des boîtes qui, en effet, ne vendent que le virus. Ne vendent que le virus et pas le vaccin et pas la protection. Et tout ça est un monde d'une sauvagerie inouïe.
Et donc, moi, je dis ça parce que toujours sur ces histoires d'écoute, de surveillance, il y a toujours de l'anecdote, il y a toujours on va faire un bottin people, on va voir, etc. Mais l'enjeu démocratique, là, par rapport à la révolution numérique, mais il est énorme, il est énorme. Sinon, c'est une société de surveillance généralisée sur laquelle nous n'aurons aucun contrôle. C'est pas déjà le cas? C'est évidemment potentiellement le cas, on le sait. Et d'ailleurs, n'oublions pas, Snowden, mais aussi Wikileaks avait fait une alerte là-dessus, et cela avait été dit par Assange. Il avait même fait un livre là-dessus, pour dire attention, le numérique est en train de se retourner dans son contraire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il nous faut faire pression pour qu'il y ait un contre-pouvoir, pour qu'il y ait des contrôles. Il y a une commission de contrôle des interceptions de sécurité en France sur les écoutes téléphoniques. Et qu'est-ce qu'il y a pour contrôler ce qui est fait sur nos portables, sur nos intimités, sur nos secrets professionnels, etc. C'est l'enjeu des procédures judiciaires. Pourquoi porter plainte? Pas pour se poser en victime. C'est un enjeu de principe. Et c'est un enjeu de principe pour faire levier, pour amener non seulement nos États nationaux, mais à l'échelle de l'Europe. Le Parlement européen devrait se saisir de ce sujet. On va en parler avec l'eurodéputé qu'on a tout à l'heure. Il y a aussi quelque chose qu'on entend souvent de la part de ceux qui voudraient défendre les clients de NSO, c'est de dire mais l'espionnage a toujours existé, existera toujours, les chefs d'État entre eux s'espionnent et tout ça. Mais c'est pas le sujet. Là, ce qu'on montre, c'est des gens en danger, des journalistes qui ont fui leur pays, qui vont peut-être se faire exécuter, et peut-être cet outil-là va faciliter ça. Et on parle de cibles qui sont des gens qui représentent un danger pour les pouvoirs. Ce n'est pas des autorités. On parle vraiment de milliers de personnes qui essayent de jouer un rôle dans leur société et qui représentent un danger à un moment donné. Donc on n'est pas dans un traditionnel espionnage qu'on a pu voir aujourd'hui. On est vraiment dans un système massif, extrêmement dangereux. Et on a confié une sorte de jouet ou de logiciel à des gens qui peuvent l'utiliser de manière intense et qui sont admiratifs devant une technologie aussi. Nous ne sommes pas des gouvernants, nous ne sommes pas des présidents. Nous sommes des citoyens. Que les États s'espionnent depuis toujours, ce qu'a révélé Snowden, c'est que François Hollande et Angela Merkel étaient surveillés par la NSA américaine. Et que donc ce prétexte du terrorisme, c'était en fait surveiller la compétition, les concurrents, soi-disant des alliés. Mais ça, c'est l'affaire des chefs d'État. Nous, on doit protéger la société, on doit protéger les citoyens. Et ce que Forbidden nous met sous les yeux, c'est que les citoyens sont ciblés. Alors, en attendant que les dirigeants nous protègent, ça ne va pas être tout de suite. Non, que la démocratie et que la démocratie nous protège, elle est bien mal en point, la démocratie. Étienne Meignet, est-ce qu'on peut s'en protéger de Pegasus, ou c'est extrêmement naïf, ma question, puisqu'on ne voit pas et qu'on ne sait pas quand on est infecté? En fait, il faut donner son numéro à personne, c'est ça le concept? Alors techniquement, c'est très difficile de se protéger de Pegasus, et la raison elle est technique, c'est que ça utilise des failles de sécurité qu'on appelle jour 0, 0D en anglais, c'est-à-dire des failles qui ne sont pas connues et pas corrigées. Dans la majorité des cas, si vous avez un problème de sécurité, Apple va le savoir, va le corriger, vous faites vos mises à jour et c'est bon. Mais aujourd'hui, avec ces failles 0D, ces failles jour 0, il y a un marché parallèle de personnes qui cherchent et qui achètent pour des millions ces failles de sécurité, et NSO, on sait, achète pour des millions ces attaques. Et donc, il y a un problème technique. Le problème des failles de sécurité, c'est un problème qui est vieux comme l'informatique, sur lequel il y a du travail à faire, sur lequel on espère que Apple, Google et d'autres grandes entreprises vont avancer. Mais en fait, il y a un problème économique. On se retrouve avec en face des gens qui sont prêts à investir des millions et des dizaines de millions pour rechercher ces failles, surtout pas les corriger et les utiliser pour cibler effectivement des militants, des journalistes. Et donc, on ne résoudra pas ce problème juste avec des solutions technologiques. Il va falloir passer par la réglementation, il va falloir passer par des attaques sur cette industrie et aussi des attaques légales, des réglementations légales, et aussi une limitation sur cette vente de vulnérabilité qui devient ingérable. Est-ce qu'on pourrait imaginer que Apple, par exemple, soit un peu, fasse pas le job? Si des gens à NSO sont capables d'exploiter ces failles, pourquoi personne à Apple n'est capable de les trouver? Là, c'est vraiment l'aspect purement technique, mais la question, elle peut se poser quand même. Alors effectivement, c'est une bonne question. Il y a Google qui a investi notamment dans un projet qui s'appelle le projet Zéro, qui cherche des failles dans un peu tous les logiciels, dans Microsoft, chez Apple, et qui cherche à les corriger. Mais on se retrouve avec un problème économique. D'une part, un peu ce travail de fourmi, de chercher des vulnérabilités. Et par exemple, si moi aujourd'hui je trouve une faille de sécurité dans un logiciel important, Google va me payer $50 000 par exemple pour le corriger, et NSO, une entreprise de ce type, va payer 20-25 millions
Donc on est vraiment dans une démesure d'un investissement pour trouver ces attaques. Et donc on est dans une asymétrie de ceux qui cherchent ces failles par rapport à ceux qui cherchent à les corriger. Et donc c'est là que la réglementation doit arriver, parce qu'on doit arriver à contrebalancer cette industrie qui a le contrôle. La NSO, c'est plus de 700 employés, donc c'est énorme en termes de taille d'entreprise. On n'a jamais vu une entreprise sur ce marché qui avait cette taille-là auparavant. Alors, un point sur la réaction de la justice et sur le front judiciaire, si je puis dire. Je le fais de façon chronologique. Léna, Edoui et Mediapart, on a déposé plainte dès les révélations de Forbidden Stories et ses partenaires. Le parquet de Paris a, à la suite de ça, ouvert une enquête. Puis ont suivi les plaintes de Reporters sans frontières. Ce matin, celle du Canard enchaîné, puisque son ancienne journaliste Dominique Simoneau a elle aussi été ciblée par Pegasus. Et puis aujourd'hui, déjà il y a quelques jours, le Maroc, puisque le Maroc a massivement espionné en France, a annoncé une plainte donc, contre Forbidden Stories, contre Amnesty International et aujourd'hui contre 3 médias, Le Monde, Mediapart et Radio France. Et nous avons reçu cette plainte, me semble-t-il. Oui, elle est là. Elle est arrivée juste au moment où on commençait l'émission. Ça a failli te mettre en retard. Par huissier. Bon, c'est une plainte au nom du Royaume du Maroc, représentée par son ambassadeur, l'ambassadeur du roi du Royaume du Maroc en France. C'est une plainte pour diffamation contre Mediapart. Et à partir de l'article que nous avons expliqué comment nous avions, grâce aux révélations de Forbidden Stories, c'est une plainte de communication. La prochaine échéance est le 15 octobre pour fixation. Et de toute façon, la jurisprudence est très claire. Un État ne peut pas poursuivre ici, en France, un État étranger. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que c'est une jurisprudence c'est une décision de justice qui l'a consacrée, cette impossibilité pour un État d'agir en diffamation. C'était l'Azerbaïdjan qui avait attaqué un de vos documentaires sur... Donc l'Azerbaïdjan qui est d'ailleurs client de NSO. C'était une enquête de Laurent Richard dans Cache Investigation. Oui, on avait obtenu l'irrecevabilité, c'est-à-dire considérer qu'un État ne peut pas exporter sa censure à l'extérieur contre un citoyen à l'étranger, en tout cas a priori en France. Une décision salutaire. Une décision très importante. Et l'avocat, Maître Baratelli du Royaume du Maroc, veut s'attaquer à cette décision, on voudrait la renverser, c'est-à-dire dire la façon dont on traite les journalistes qui dérangent au Maroc, on va l'importer en France. Donc tout ça est plutôt de la communication. C'est pas. Comment on va réagir ? On va discuter avec nos avocats parce que quand même cette communication avec quelques médias complaisants, on va peut-être pas la laisser passer si tranquillement et si facilement. Donc on va en discuter. Et de votre côté, à Forbidden Stories, cette plainte vous l'avez reçue aussi ? On l'a reçu. Il y a une date d'audiencement qui est fixée effectivement début octobre. Et puis on va voir. Nous, notre travail, il est de publier des informations. On va continuer à le faire. Et, avec le sérieux de l'enquête, etc. Et on n'en doute pas. Ce qu'il faut noter, c'est que NSO Group qui est mis en cause quand même. Il n'y a pas, là, il n'y a que le Royaume du Maroc, dans le cadre d'une communication parce qu'il y a un enjeu, vous allez en parler tout ce soir, mais il y a un enjeu géopolitique de cette affaire avec une entreprise liée à l'industrie de défense israélienne et un État, Israël. Tous les cadres des NSO viennent d'une unité de l'armée israélienne, qui est une unité très spécialisée, qui est vraiment même l'unité la plus importante de l'armée israélienne dans la compétence, qui est probablement l'État qui exporte aujourd'hui, qui dissémine des technologies de surveillance et d'espionnage à l'échelle mondiale. Et on va en parler tout à l'heure avec justement René Bachmann de Mediapart et Martin Untersinger du Monde sur cette porosité entre l'armée et les unités de renseignement de l'armée israélienne et cette société privée NSO. Merci à tous les 5 d'être passés par le plateau de Mediapart. Sandrine Rigaud, Laurent Richard de Forbidden Stories, Étienne Meignier, merci d'avoir été en ligne avec nous d'Amnesty et Edoui Plenel. Merci. Léna, tu restes avec moi. On est en ligne avec Agnès Calamar, la secrétaire générale d'Amnesty International. Bonsoir Agnès Calamar, est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que je peux vous voir dans mon écran ? Oui, super, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, enchantée.
On va en parler dans un instant. Le Maroc fait donc partie des pays clients de NSO, accusé d'avoir espionné beaucoup de monde. Le royaume chérifien a déposé une plainte, on vient d'en parler, contre Forbidden Stories et contre Amnesty International. Comment réagissez-vous à cette plainte qui vise votre organisation ? Écoutez, de la même façon que mes collègues que nous venons d'entendre, les standards internationaux sont très clairs en ce qui concerne les États. Ils n'ont pas de réputation à protéger. Je suis contente de savoir que la jurisprudence française est d'accord avec cette valeur et cette norme. De toute évidence, le Maroc cherche à intimider. Les poursuites en diffamation, quand elles sont faites dans des buts politiques, n'ont qu'un seul objectif, c'est vraiment d'empêcher le travail critique et de s'assurer que les gens restent silencieux. Donc la réponse à apporter à ce genre de pratique, c'est de parler fort, de parler le plus fort possible et de continuer son travail, et c'est ce que nous allons faire. Ça fait plusieurs années qu'Amnesty alerte sur le cyberespionnage en général et en particulier sur la société NSO et le logiciel Pegasus. En quoi ces révélations sont-elles différentes et est-ce qu'on a franchi un cap selon vous ? Écoutez, oui, comme cela a été dit de maintes fois, c'est l'ampleur des révélations qui est incroyable. C'est l'ampleur sidérante de cette surveillance, le fait qu'elle implique au moins une vingtaine d'États, qu'elle soit au niveau global, qu'elle touche des États dans toutes les régions du monde, qu'elle touche des individus depuis les gouvernements, des membres du gouvernement, des présidents, des ministres, jusqu'à des journalistes, des défenseurs, etc. C'est l'ampleur de cette révélation. Dans le passé, nous avions pu apporter à Amnesty et d'autres des éléments sur des individus, un individu en particulier. On a parlé de Omar Hadi au Maroc. Moi, dans le cadre de mon travail sur Jamal Khashoggi, on avait mis en avant la surveillance de Omar Ben Aziz, l'un des très bons amis de Jamal. Voilà, donc on avait quelques idées ici et là, un employé d'Amnesty qui a été piraté, mais là, nous en avons au moins 188 journalistes, et je suis sûre que je suis déjà en retard, qu'il y en a déjà plus. Une dizaine de ministres, la famille de ministres, la famille de journalistes, des membres de l'opposition. En Inde, en particulier, plus d'une quarantaine de journalistes en Inde, plus d'une vingtaine de journalistes au Mexique. Je veux dire, c'est l'ampleur de ces révélations. Cela veut dire qu'on ne peut pas se voiler la face. Ce ne sont pas des anecdotes ici et là, des cas isolés. Il s'agit d'une pratique généralisée des États à qui on remet une arme, cet outil, entre guillemets, le Pegasus, et ils l'utilisent à des fins qui n'ont rien à voir avec normalement ce qui devrait être l'objectif de cette arme, qui est le contre-terrorisme et de s'attaquer aux réseaux pédophiles et à la criminalité. Là, on a la preuve concrète qu'il s'agit d'une arme contre la démocratie, contre les droits et contre la paix. Comme vous l'avez signalé, cette arme est utilisée sur le territoire d'autres États. Le Maroc l'a utilisée sur le territoire de la France. Alors, c'est incroyable. Oui. Et comme M. Plenel l'a dit, les réactions sont plutôt, il n'y a pas grand-chose quand on considère l'ampleur. Les réactions, justement, Agnès Calama, vous venez d'envoyer une lettre à Emmanuel Macron pour lui dire quoi et lui demander quoi à Emmanuel Macron, et plus largement, qu'est-ce que vous demandez au gouvernement ? Écoutez, ce que nous demandons au gouvernement, dont le gouvernement français, c'est 3-4 choses. La première, c'est de prendre compte, de comprendre l'étendue de ce qui se passe et de demander et d'agir afin qu'on ait un moratoire international sur le développement, la vente et l'exportation de cette arme. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'au niveau domestique,
au niveau national plutôt, il nous faut un cadre juridique qui nous protège contre l'utilisation de la surveillance. Monsieur Plenel l'a mise en avant tout à l'heure, en France, mais dans l'ensemble du monde, nous ne sommes pas protégés contre cette arme. Les États au niveau national, très peu d'États en fait, ont un cadre juridique qui protège notre vie privée, qui nous protège contre les abus de pouvoir. Que ce soit la police ou les services de renseignement ont beaucoup trop les mains libres. Il n'y a pas suffisamment de garde-fous, il n'y a pas suffisamment de moyens de vérifier que cet outil est utilisé à des bonnes fins. Donc ça, c'est la chose essentielle, c'est qu'il faut au niveau national qu'on mette en place des lois et un cadre juridique qui nous protège. Et malheureusement, la France a pris la direction opposée la semaine dernière en adoptant une loi tout à fait liberticide qui nous rend encore plus vulnérables des abus de pouvoir par l'intermédiaire de la surveillance ciblée. Et vous parliez de la réaction des États et de l'État français. Vous trouvez que la réaction de la France n'est pas à la hauteur de la situation ? Jusqu'à présent, non. Pas vraiment. Ce n'est pas le seul. Bon, il y a eu quelques réactions. Aux États-Unis, des membres du Parlement ont demandé quand même à ce que NSO soit mis sur une liste noire, entre guillemets. En Israël, il semblerait que certains membres de Parlement, là aussi, souhaiteraient qu'il y ait une commission d'enquête qui se mette en place. En Inde, il ne s'est rien passé. Au Mexique, c'est encore très... on s'interroge encore, même si le président actuel est celui qui a été ciblé. Non, on est quand même choqués. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ça va nous revenir à nous, les acteurs de la société civile, les journalistes, les médias, le public en général, de demander, de mettre la pression sur nos États pour que le cadre juridique national et international soit à la mesure des abus et des violations auxquels nous faisons face. Il va falloir, je suis très très contente que vous ayez tous porté plainte et que vous continuez de le faire, parce que si les parlementaires, si les politiciens ne peuvent pas agir, alors demandons aux juges d'agir. C'est eux qui vont nous protéger comme ils l'ont fait. Vous avez parlé de la Cour européenne tout à l'heure. Les cours en général, les tribunaux ont mis du temps à réagir à cette violation, mais maintenant ça y est, il y a une dynamique qui est mise en place. La Cour européenne le mois dernier, enfin au mois de mai, a rendu des décisions très fermes sur la surveillance ciblée de la Grande-Bretagne et de la Suède. Et on voit ce développement au niveau de la jurisprudence à travers le monde. Donc portons plainte, portons plainte, portons plainte. Ce sera aux juges de nous protéger si nos politiciens ne peuvent pas le faire. Restons sur ce message positif et plein d'espoir. Espérons qu'en effet les justices nous protègent. Merci Agnès Calamard d'être passée par Mediapart pour nous parler du projet Pegasus. Merci et à très bientôt. Notre émission spéciale continue avec nos prochains invités pour parler du rôle du Maroc dans cette gigantesque entreprise d'espionnage. Et avant cela, je vous signale notre offre spéciale 2 mois pour 1 € en téléchargeant notre application.